Ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans l'industrie du business en ligne, alors je suis en capacité d'observer des changements majeurs et profonds qui vont transformer notre industrie. Voilà pourquoi dans cette vidéo je vais te présenter mes prédictions concernant les tendances et changements à venir pour 2025. Regarder cette vidéo, c'est prendre une longueur d'avance sur tous tes concurrents en adoptant des stratégies qui sont efficaces et adaptées au marché avant tout le monde. Bien, premier changement à venir pour 2025, il deviendra quasi obligatoire d'être bon en contenu organique. Alors j'ai mis quasi obligatoire puisqu'évidemment il y aura toujours des exceptions, mais globalement pourquoi je vous dis ça? Eh bien principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'on assiste depuis des années à une hausse des CPM en ads. Je rappelle que le CPM, c'est le coût pour 1000, autrement dit ça coûte de plus en plus cher de diffuser des pubs et donc il est de plus en plus difficile d'être rentable. C'est lié simplement à une hausse de l'offre, il y a de plus en plus de gens qui vont diffuser des pubs et donc par la loi de l'offre et de la demande, ça fait augmenter les CPM. Seconde raison également à ça, les gens sur le marché accordent de plus en plus d'importance au who, c'est-à-dire qui est derrière tout ça, qui est derrière ce produit, est-il légitime, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, et puis ils accordent également beaucoup d'importance à la relation, à la proximité. C'est pour ça que les créateurs qui sont bons en contenu organique et qui arrivent à créer de la proximité, à créer une communauté qui est soudée, eh bien auront un avantage énorme parce que c'est très difficile de le faire en ads quand on est sur du trafic qui est froid, c'est-à-dire des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Alors quelles sont les conséquences de ça? Eh bien la première, je te l'ai dit, c'est qu'il sera très difficile d'être rentable en ads, il sera très important d'être bon en acquisition organique. Et ce que tu pourras faire, eh bien c'est tout simplement ajouter ce qu'on appelle du retargeting sur ton contenu organique. En gros, tu vas demander aux plateformes publicitaires d'aller, de cibler finalement les gens qui te suivent déjà sur les réseaux, qui te connaissent déjà, qui ont déjà eu un contact avec toi. Donc tu vas les cibler avec tes pubs et de cette façon ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus facile d'être rentable. Deuxième gros changement à prévoir pour 2025, une baisse des barrières à l'entrée et une sophistication du marché. Ça pareil, c'est quelque chose qui était déjà vrai en 2024 et même en 2023. Mais ça va continuer dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que ça va se passer? Eh bien tout simplement parce qu'on a l'arrivée des outils d'IA, enfin l'arrivée plus vraiment, mais disons qu'ils continuent de se développer, et donc forcément quand il y a quelques années, ne serait-ce que sous-titrer un contenu, ça demandait d'y passer 30 minutes pour le faire manuellement, et qu'aujourd'hui tu as des outils qui coûtent 20 balles par mois qui te permettent de le faire en un clic, voire même un outil intégré à TikTok ou Instagram qui te permet de le faire en un clic, ça constitue une baisse des barrières à l'entrée. On a aussi Instagram qui a annoncé sa nouvelle IA Moviegen qui sortira courant 2025, qui permet finalement de changer ta tenue, d'ajouter un fond sans que ça se voit, de changer le décor, etc. Tout ça, ça permet à quelqu'un qui est complètement débutant, qui ferait des vidéos dans sa chambre, eh bien il pourrait avoir lui aussi sans budget un décor de qualité studio professionnel quoi. On a également une baisse de la valeur de l'information, donc ça voilà, c'est dû à la sophistication du marché. Aujourd'hui l'information pardon est beaucoup plus accessible gratuitement. On a une hausse aussi de la concurrence qui a créé une hausse des contenus. Aujourd'hui tu as plein de gens qui sortent des formations gratuites d'1 heure, et donc finalement quand tu achètes une formation en ligne, ce que tu vas payer c'est la méthode, c'est aussi le tri et la pédagogie que va faire le créateur grâce à son expérience, mais finalement tu n'achètes plus vraiment l'information en tant que telle, c'est comment le formateur va la packager dans une méthode qui est claire, qui est facilement applicable et qui apporte des résultats qui comptent. Donc finalement tout ça, ça crée des baisses, des barrières à l'entrée et ça augmente le niveau de sophistication du marché. Alors quelles sont les conséquences de tout ça? Eh bien d'abord c'est que le personal branding et le message que tu vas avoir, ce que j'appelle le message, c'est vraiment ta vision globale, ton approche, ta philosophie de vie finalement, eh bien ça va compter encore plus. On le sait, le personal brand ça compte, il faut faire en sorte que les gens suivent tes contenus, non pas uniquement pour la valeur que tu apportes, mais aussi pour la personne que tu es. Il faut qu'ils aient envie de te voir toi, parce que c'est toi, ta façon d'être, etc. Et donc là, ça va compter encore plus. Également, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une matérialisation des idées dans le monde réel qui va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu vois, quand tu as une idée, eh bien, entre avoir l'idée et la matérialiser dans le monde réel, tu es d'accord qu'il y a quand même un écart. Eh bien, plus tu as des technologies qui permettent de réduire les barrières à l'entrée, qui permettent finalement de baisser le niveau de sophistication et t'aider finalement à le mettre en place facilement, et bien plus tu réduis l'écart qu'il y a entre ton idée et sa matérialisation dans le monde réel. Et donc ça, la conséquence de ça,
c'est que ça va créer une hausse de la valeur de la qualité des idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir beaucoup d'idées, finalement, tu vois, ça va valoriser la qualité sur la quantité, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup d'idées, les outils d'IA, ça crée une hausse de la productivité, une hausse de la vitesse d'exécution, et donc tout ça va faire que il faudra avoir les bonnes idées, il faudra être capable d'avoir des idées différenciantes que ne peuvent pas avoir l'IA, ChatGPT, ce genre de choses, plutôt que d'avoir plein d'idées qui de toute façon seront accessibles à tout le monde et que tout le monde pourra mettre en place quoi finalement. Donc finalement, la conséquence de la sophistication du marché sur l'industrie du business en ligne, eh bien c'est une hausse de l'importance du who, je t'en parlais tout à l'heure, une hausse de la relation. On va acheter non plus uniquement pour le produit, mais aussi pour la personne qui le propose, pour sa vision, parce qu'on adhère, pardon, à sa façon d'être. Tu vois, je te l'ai marqué là, hein, mais on cherche à connecter au produit de quelqu'un et aussi à une vision, parfois même une vision qui va être politique, à une identité. En gros, on doit pouvoir se dire, si j'achète chez Maxence, je suis plutôt quelqu'un comme ça, qui adhère à telle façon de penser. Si j'achète chez Yomi, peut-être que je suis à l'inverse plutôt comme ça. On doit pouvoir définir clairement, quand j'achète chez toi, j'achète quelle vision. Tu vois, c'est vraiment important de faire ça. On va assister aussi, je pense, à un adoucissement des promesses. Ça, c'est dû à la sophistication du marché. Je te renvoie au parcours client d'Eugène Schwartz qui décompose en fait les différents niveaux de sophistication et qui t'explique qu'en fait, plus tu as de concurrence, plus tu vas avoir une surenchère des promesses jusqu'à arriver à un certain moment où il y a à l'inverse, on va prendre le contre-pied de tout ça avec un adoucissement des promesses. Donc finalement, ce qui va être important, c'est la confiance, la relation, et on va assister à un renforcement du pourquoi. Le pourquoi je fais ça, et ça peut être aussi intéressant d'introduire un mécanisme copywriting qui explique pourquoi ton offre elle est différente de ce qu'ont déjà pu tester les gens, et en quoi, de façon rationnelle, elle va vraiment fonctionner contrairement à ce qu'ont pu tester les gens auparavant. Je pense aussi, ça c'est ce qu'on voit déjà, on va assister contre-intuitivement à une industrie qui de base était pas mal digitalisée, hein, c'est du business en ligne. On va voir un retour à la connexion physique. On le voit déjà, hein, il y a de plus en plus de mastermind, hein, il y a Alec Henry qui a lancé Ikigai avec Oussama Ammar, on voit plein de mastermind, plein aussi d'événements physiques. Alec Henry a aussi organisé un événement, je crois, au Parc des Princes, je dis pas de bêtises. Et donc on va voir, je pense, contre-intuitivement beaucoup plus de connexion physique parce que les gens souffrent pas mal d'isolement, notamment dans notre industrie et d'ailleurs dans la société de façon générale. Et aussi ça va de pair avec l'importance de plus en plus accrue du woo et de la relation, pouvoir rencontrer les gens, ça inspire confiance et ça crée vraiment une proximité qui est très forte, qu'on a du mal à répliquer uniquement via des contenus en ligne quoi finalement. Alors, troisième grosse tendance à venir, moi je crois en un ralentissement du high ticket en raison de la concurrence et d'une perte de confiance. Tu l'as vu ces dernières années, principalement cette dernière année, il y a énormément de créateurs qui ont explosé en vendant des accompagnements high ticket. La formation en ligne classique avec juste des vidéos a perdu un petit peu en vitesse, ça veut pas dire que ça marche plus, hein, moi j'en vends encore beaucoup, mais voilà, on assiste globalement dans l'industrie à une perte de vitesse, alors que le high ticket, eh bien on a vu des créateurs, des entrepreneurs exploser, faire du 0 à 300 000 euros par mois très rapidement en l'espace d'un an. Ça c'est dû tout simplement à un cycle naturel d'explosion où les gens étaient très enthousiasmés par ça. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo que je t'invite à aller voir où je parle d'Antoine Blanco et de Margot Cunego et de pourquoi est-ce qu'ils ont une baisse du chiffre d'affaires et j'ai expliqué aussi pourquoi ils ont augmenté très vite. J'explique en gros que les gens avaient besoin d'accompagnement et besoin de confiance et de proximité, ce qu'on ne retrouvait pas dans les formations en ligne et donc cet aspect-là a beaucoup plu aux gens dans l'accompagnement. Bon, du coup, pourquoi est-ce que je crois en un ralentissement du high ticket? D'abord c'est un cycle qui est naturel, hein. Il y a une explosion, forcément ça crée une hausse de la concurrence et donc une contraction du marché. Quand il y a plein d'acteurs qui arrivent, forcément ils se font de la concurrence, ça devient difficile, ça rend l'opportunité moins attractive, donc il y a une baisse des nouveaux entrants, donc ça crée un ralentissement. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu une croissance très rapide, et une croissance rapide, ça crée beaucoup de difficultés. C'est très dur quand on a un business qui explose, d'être capable d'assumer les nouvelles emmerdes qui viennent liées au nouveau palier de croissance, et donc cette croissance qui est difficile à gérer, eh bien ça a créé pas mal de clients insatisfaits, pas mal de pertes de confiance. Alors, je vais pas me permettre de critiquer l'accompagnement d'Antoine Blanco dans la mesure où je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu.
Cela dit, suite à la vidéo que j'ai faite sur lui, mon analyse sur son business récemment, qui a fait quand même 30 000 vues, bah, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit qu'ils avaient rejoint ce programme, qui étaient insatisfaits, et des gens voilà, qui m'ont dit que le programme n'était pas au niveau, que les coachs n'étaient pas au niveau. Encore une fois, je n'ai pas testé son produit, donc je vais pas prendre, je vais pas avoir un discours arrêté. Cela dit, c'est ce qu'on m'a fait remonter, et ce qui peut paraître assez normal dans la mesure où il est passé de 30 à 300 000 euros par mois en l'espace d'un an, et donc structurer le business suffisamment vite et suffisamment bien pour assumer un tel niveau de croissance, c'est quand même un pari très très difficile quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été lésés, qui ont été déçus de l'accompagnement qu'ils ont eu, ce qui a créé une perte de confiance et ce qui peut contribuer au ralentissement du high ticket. Je pense pas pour autant que ça va mourir, je pense que ça va perdurer. Simplement, on va assister, je pense, ça c'est un peu les conséquences de tout ça, à une sophistication des systèmes et des process de vente high ticket. Donc souvent avant, on voyait du simple closing en one shot. Maintenant, je pense qu'il y aura plusieurs appel de closing avant de closer. On va assister aussi peut-être à des groupes school, on en voit de plus en plus qui permettent de préchauffer les leads. Je vais t'en reparler aussi, mais je pense qu'on aura de plus en plus de low ticket to high ticket, c'est-à-dire des produits high ticket qui visent, des produits low ticket pardon, donc qui coûtent pas cher, qui visent finalement à fidéliser les prospects, à les engager et à leur apporter de la valeur, qui à finalement à continuer de les éduquer pour ensuite leur proposer un produit high ticket. Je pense que ça va pas mal se développer. On peut essayer de chercher le break-even sur un produit low ticket pour aller chercher à vendre du high ticket derrière quoi. Je pense aussi qu'il y aura une purge du marché avec ceux qui avaient des accompagnements moyens, qui ont grossi trop vite, qui vont peut-être mourir ou en tout cas bien baisser, et on aura seulement les meilleurs acteurs qui proposent des accompagnements solides et sérieux qui vont perdurer, et il n'y aura plus autant de croissance rapide et hallucinante comme on a pu en voir avant, qui étaient des croissances liées à une opportunité de marché mais pas uniquement à leur talent quoi. Alors, avant de poursuivre, j'ai 3 cadeaux pour toi qui vont vraiment t'aider. Je te l'ai dit, en 2025, être bon en contenu organique, ça deviendra obligatoire si tu veux t'en sortir et tu veux faire exploser ton business. Alors, je t'ai prévu 3 documents que tu vas pouvoir récupérer gratuitement sur le premier lien en description. Le premier, c'est 3 méthodes pour percer sur Instagram. Alors, j'ai mis sur Insta, mais ça s'adapte parfaitement aux autres plateformes. Je partage également le process pour améliorer tes contenus. Donc, c'est c'est une liste de plein de petites choses que tu peux faire pour améliorer à chaque fois d'1% tes contenus. Ça va vraiment te faire exploser, et je te partage également cette stratégie pour avoir des idées de contenu en illimité et notamment les bonnes idées, donc récupère ça gratuitement. Alors ensuite, quatrième changement à venir important, je crois en une baisse de l'importance du marketing au profit de la relation. Pourquoi est-ce que je pense ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une perte de confiance dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui ont vendu des daubes, des gens qui se sont fait arnaquer, donc le marketing, on se dit quelqu'un qui est trop bon en marketing mais qui a rien d'autre à côté, ça sent pas bon sur le produit, et les gens ont raison. Souvent quand les gens apportent généreusement beaucoup de valeur et qui font des contenus sérieux sur le réseau, ça laisse quand même souvent présager que les produits seront bons également. Il y a quand même une grosse corrélation entre ça et ça. Ensuite, bon voilà, il y a une hausse de la concurrence qui fait que les gens, finalement, ils sont désensibilisés au marketing. Ils y sont habitués, les techniques de marketing agressives traditionnelles, elles sont vues et revues, et donc elles marchent beaucoup moins bien. Alors, est-ce que ça veut dire que le marketing est mort pour autant? Non, le marketing, ça reste de la psychologie humaine, ça reste des choses qui sont basées, c'est comme la nouveauté. Par définition, les gens aiment quelque chose de nouveau, et ça restera vrai toujours. Simplement, moi, je parle uniquement d'une perte d'importance, et sur quoi le marketing demeurera très important? D'abord, il faudra évidemment savoir créer des choses que les gens veulent. On ne crée pas le besoin, on crée des produits qui répondent à un besoin existant. Si les gens ne veulent pas de ton produit, ça marchera pas. Tout ce qui est momentum et opportunité, ça reste super important. Je te l'ai dit, la nouveauté, ça compte beaucoup. Donc sortir le bon produit au bon moment, sur la bonne nouveauté, la bonne opportunité, ça restera extrêmement important. Et surtout, le marketing, ça c'est peut-être la base. Ça restera un moyen de donner une bonne raison aux gens d'acheter maintenant. C'est tout ce qui touche à l'urgence, offre à durée limitée, limiter les places. Voilà, les gens ont besoin d'une bonne raison de passer à l'action. Sinon, ils se disent, j'achèterai plus tard. Au final, ils vont voir les concurrents ou ils passent à autre chose et donc tu perds la vente. Donc, les fondamentaux du marketing du style l'urgence resteront vrais, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui, la relation, la proximité et la vente douce sont de plus en plus efficaces. Il n'empêche que les fondements resteront vrais, j'en suis convaincu. Alors, quelles conséquences par rapport à tout ça? Eh bien, la vente,
ça va majoritairement se passer avant même de vendre. Je te l'ai dit, si les gens ils voient que tu proposes généreusement de la valeur, qu'ils s'attachent à toi, eh bien ils seront beaucoup plus enclins d'acheter. Et donc il va falloir que tu aies un marketing de contenu qui soit béton, qui vise à éduquer ton audience, à augmenter son niveau de conscience. Il va falloir également que tu démontres ton expertise et que, je te l'ai dit et répété, que tu crées de la proximité, de la relation et donc de la confiance avec ton audience. Et c'est ça qui va, en fait, 80% de ton travail, ça va se passer avant de vendre grâce à tes contenus et grâce à la relation et la proximité que tu vas créer tout simplement. Et ensuite, quand tu vas ajouter la petite touche marketing qui va faire que les gens ils vont cliquer vraiment sur acheter, qui vont passer à l'action, eh bien ça fait un cocktail explosif qui ensemble sera la meilleure solution, peut-être même la seule solution pour bien vendre en 2025. Alors, point numéro 5, les réseaux comme point d'entrée, la relation en dehors des plateformes. Tu sais, on te le répète depuis des années, il est important de sortir les gens des plateformes en capturant les emails pour sécuriser ton audience et parce que c'est des canaux qui vendent beaucoup plus. Ça deviendra encore plus important aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas voir que c'est assez subtil. En fait, l'intérêt des plateformes, ça je te le répète souvent, il est contraire à celui des entrepreneurs. D'ailleurs, il est même contraire à celui des créateurs. Parce que veut faire un entrepreneur? Eh bien, il veut créer des contenus qui vont attirer les bonnes personnes pour ensuite leur présenter leur offre. Sauf qu'on le sait, quand on vend directement sur les réseaux, les stats sont dégueulasses et c'est pas du tout ce qui convertit le plus. Du coup, nous, on a besoin de sortir les gens des plateformes, alors même que les plateformes, elles veulent que tu crées des contenus qui maintiennent les gens sur les plateformes. Donc, il y a un intérêt qui est contraire et donc ça explique pourquoi tu peux pas vendre sur les réseaux. Seconde chose, les plateformes sont en abondance de contenu. Aujourd'hui, il y a un niveau de concurrence qui est énorme et donc elles ont autant de contenu qu'elles veulent et donc elles n'ont pas intérêt à remontrer régulièrement les contenus d'un créateur à ses abonnés. Il y a quelques années, quand tu postais un contenu, les gens ils voyaient régulièrement tes contenus et donc tu avais des gens qui te suivaient de contenu en contenu et ça c'était propice à la vente parce qu'il y a plein d'études qui montrent que la vente, surtout sur du trafic, quand quelqu'un te découvre pour la première fois, en fait, tu as besoin de plusieurs dizaines de contacts avec lui avant que tu gagnes la vente. Donc si les gens ils voient que quelques-uns de tes contenus, mais qu'il n'y a pas vraiment un aspect fédérateur, pas une vraie communauté de gens qui te suivent régulièrement, eh bien c'est beaucoup plus difficile de vendre. Et comme les plateformes sont en abondance de contenu et qu'elles peuvent se payer le luxe de prendre de piocher uniquement les quelques meilleurs contenus de chaque créateur plutôt que de montrer tout leur contenu, eh bien c'est pas terrible du tout pour vendre quoi. Donc finalement il y a une polarisation des vues où quand tu fais un contenu qui est algorithme friendly, tu vas faire beaucoup de vues, tu peux être viral et faire 1 million de vues. Par contre si tu postes un contenu qui est technique, ciblé ou qui a une forte valeur ajoutée, qui sont des contenus finalement nécessaires à la vente, et bien là tu vas faire encore moins de vues. Donc il y a cette espèce de polarisation qui est pas l'idéal pour nous entrepreneurs du web. Quelles conséquences face à ça? Je te l'ai dit, encore plus important de sortir les utilisateurs, de développer ta liste email. Pourquoi pas de développer des groupes, ça peut être Telegram, WhatsApp, il y a aussi des groupes School qui se développent beaucoup en ce moment et ça me paraît extrêmement pertinent. Ce qui peut être très bien aussi, c'est la stratégie low ticket vers high ticket, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. L'idée c'est d'utiliser des produits qui sont payants pour engager ses prospects et les utiliser comme un outil marketing vers une offre high ticket. Parce que les gens finalement, leur durée d'attention se réduit de plus en plus. Et donc finalement on se rend compte que le meilleur moyen d'avoir des gens engagés, eh bien c'est d'avoir des gens qui ont payé. Du coup tu peux très bien faire une petite offre que j'appelle low ticket, donc pas cher, à quelques dizaines d'euros, qui va permettre que les gens soient vraiment engagés, qu'ils aient eu un premier aperçu de ce que tu proposes, que tu aies pu leur apporter de la valeur, que tu aies pu encore plus les éduquer. Et derrière ces gens-là seront beaucoup plus enclins à partir sur du high ticket. Donc tu cherches à être break-even sur le low ticket, c'est-à-dire que ça te coûte pas plus que ce que ça ne te rapporte. Et après c'est sur le high ticket. Que tu fais de la marge. Alors, 6e élément extrêmement important, savoir surfer sur les momentum, les nouveautés et les opportunités. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce qu'il y a une baisse de la durée d'attention et les gens s'intéressent souvent aux derniers trucs à la mode. Ça, on n'y peut rien, c'est bien triste parce qu'un projet vraiment durable, stable, ça se bâtit sur le long terme en persévérant dans une même industrie. Mais voilà, les gens c'est comme ça. D'ailleurs là on le voit en ce moment, c'est OFM qui a le vent en poupe, même si je pense que c'est déjà un peu le début de la fin. Du coup tous les gens naïfs qui suivent la mode, ils étaient en mode nouvelle opportunité OFM. Et c'est clair qu'il y a des gens qui se sont fait des couilles en or grâce à ça. Même si voilà, je fais pas de jugement de valeur, mais c'est à titre personnel, pas un business que je recommanderais, ni même que je lancerais à titre personnel. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà.
Importance de savoir surfer sur les momentum, aussi parce que voilà, l'humain par nature il aime tout ce qui est nouveau, hein, ça c'est vrai depuis toujours, et le fait qu'il y ait une saturation du marché, qu'il y ait une hausse de la concurrence sur à peu près toutes les thématiques dans la niche business en ligne, eh bien ça crée un besoin de fraîcheur. Il y a ce côté un peu, tu vois, oh putain encore un, comme dirait Tougan, où quand tu vois tout le temps les mêmes types d'offres, les mêmes promesses, bah, le fait qu'il y ait une nouvelle opportunité, un nouveau momentum, les gens ils se disent ça y est, c'est ça qui va me rendre riche, c'est ça qui va changer, c'est ça qu'il me faut quoi. Alors qu'en réalité, pas forcément, ils auraient simplement besoin d'un bon produit et juste de mettre les efforts pour quoi. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'il faut que tu sois très curieux et à l'écoute de ton marché pour pouvoir anticiper les momentum et les nouvelles tendances à venir. Il faut savoir créer de la désirabilité. Ça, c'est une compétence super importante en entrepreneuriat. En fait, il faut que tu sois capable de rendre une nouvelle opportunité désirable. Tu peux aussi introduire un mécanisme copywriting qui va expliquer pourquoi cette nouvelle opportunité en est vraiment une et pourquoi les gens doivent la saisir maintenant. Il faut accepter aussi l'instabilité des revenus. Voilà, quand tu surfes sur un momentum, tu fais un gros pic de revenus. Par contre, ce sont des tendances, donc il ne faut pas non plus faire reposer tout ton business sur un momentum, parce que par définition, c'est quelque chose d'éphémère. Donc une fois que le pic de revenus tombe, bah, il faut déjà que tu n'aies pas indexé tes dépenses sur ton pic de revenus, parce que c'est pas voué à durer, mais voilà. L'idéal, c'est de savoir surfer sur les momentum, mais d'avoir un socle d'activité qui est stable, qui te rapporte voilà, un revenu confortable, qui te permette d'assurer au minimum un train de vie confortable. Et après, peut-être que le savoir prendre un momentum, c'est ce qui peut te permettre de faire vraiment la diff, construire un patrimoine, aller l'investir derrière, etc. Voilà, à présent, je te rappelle que si tu veux que je t'accompagne pour développer ton activité sur les réseaux en ligne et vivre de ton activité confortablement, eh bien, je t'invite à réserver un appel gratuit et sans engagement sur le deuxième lien en description. On va discuter un petit peu de ton projet, tu vas me le présenter et je vais identifier si tu fais partie des profils que je peux accompagner et si c'est le cas, on pourra tout casser ensemble. Donc réserve ton appel et moi je te dis à très vite. Pense au pouce bleu, pense à t'abonner. Ciao ciao.